La RDC sur le point de mettre en marche son plan national stratégique de développement PNSD grâce à l'appui de la BAD et du PNUD. Le lancement des travaux de finalisation de ce plan est intervenu vendredi 9 mars dernier à Béatrice Hôtel. L'idéal est d'aboutir à un plan unique, ambitieux, axé sur la transformation de la société congolaise et la diversification des sources de revenus de l'économie nationale. Partenariat renforcé entre la douane congolaise et l'Office congolais de contrôle. Ces deux institutions publiques viennent de signer l'avenant numéro 1 au protocole d'accord de collaboration qui les lie. Cet avenant apporte beaucoup d'innovations dont l'incorporation de frais d'analyse des laboratoires OCC dans les systèmes informatiques douaniers. L'atteinte des assignations contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2018, un défi à relever. Voilà le thème au centre de la conférence des directeurs de la DGRAD organisée du 7 au 10 mars 2018 au Cercle de Kinshasa. Les directeurs de cette régie financière s'engagent à répondre positivement aux attentes du gouvernement. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Rosette Mambandori Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en RDC. En ce mois de mars, mois dédié à la femme, nous commençons cette émission par l'hôtel Béatrice où a eu lieu ce vendredi 9 mars 2018 le lancement de travaux de finalisation du plan national stratégique de développement PNSD. Grâce à la Banque africaine de développement, BAD, et au Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, les experts venus de plusieurs structures de la République démocratique du Congo vont s'atteler à finaliser les documents devant servir des bases pour toutes les initiatives en rapport avec les développements de la RDC. Il s'agit donc pour les participants, dont les délégués de la société civile, d'harmoniser les différents documents d'orientation du développement ayant servi jusque-là pour déboucher sur un plan unique, ambitieux, axé sur la transformation de notre société et la diversification de notre économie. Les représentants du secrétaire général au plan a invité les participants à travailler d'arrache-pied pour doter la RDC d'un document de planification. Mois de la femme oblige, c'est la vice-présidente du cadre de concertation des organisations de la société civile qui a parlé au nom du président en insistant sur la question de gouvernance. Je vous propose de la suivre réagissant à l'issue de cette cérémonie. La société civile est organisée en groupes de travail thématiques, sectoriels. Nous avons différents experts dans différents secteurs et ce sont nos experts qui déjà ont des analyses, qui viennent de la base, qui vont les confronter avec le document qui a déjà été faite, mais que nous avons contribué aussi, et voir dans quelle mesure on prend en compte les desiderata des populations. C'est vraiment une démarche d'implication, mais surtout de veille, à ce que le document réponde aux préoccupations pour essayer de remédier à la pauvreté qui n'en finit point. Ce n'est pas tard, donc nous sommes dans l'impasse, mais il faut combler cette impasse. Nous avons interpellé les gouvernants à prendre le volet de la gouvernance avec priorité et de donner des orientations qui soient précises en termes de gouvernance, parce que c'est ça le nœud du problème. On peut avoir tous les textes, on peut avoir une bonne planification, mais quand on ne gère pas bien, on ne peut pas espérer des résultats. Quant au ministre d'État, ministre du Plan, qui a ouvert ses travaux, il a épinglé l'importance de cet exercice qui démarre ce lundi pour se clôturer le 27 mars prochain. Le plan national stratégique de développement, qui est en fait un cadre de référence, un cadre fédérateur de tout ce que nous avons comme action à mener au niveau du pays pour son développement. Un tel cadre a le mérite de bénéficier d'abord des apports de toutes les structures, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement,
ainsi que toutes les provinces, mais aussi les partenaires techniques et financiers, mais aussi sans oublier l'apport très significatif de la société civile, parce que comme vous le savez, les besoins doivent être définis à la base. Bon, il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut avouer que pendant ce temps, on n'avait pas un plan qui était vraiment en vigueur. Et donc, c'est ce vide-là que nous cherchons à combler le plus rapidement possible. Il y a eu des tentatives, c'est vrai, DCRP1, DCRP2, mais ici, il s'agit cette fois-ci d'un document fédérateur qui tienne compte de tout ce que nous avons préparé avant, des observations, mais aussi des écueils qui avaient été formulés parce que la première mouture n'avait pas tenu compte des apports des provinces. Mesdames et messieurs, c'est depuis le 28 février 2018 que la République unie de la Tanzanie a mis officiellement terme au protocole d'accord qui l'a lié jusque-là à la République démocratique du Congo sur les territoires douaniers uniques. Selon certaines sources, la Tanzanie reproche à la République démocratique du Congo le non-respect de clauses de ces protocoles. À cet effet, une mission de la douane congolaise se trouve déjà en Tanzanie pour prendre langue avec les autorités douanières de ces pays sur la prise en charge des marchandises ainsi que sur le fonctionnement à venir du territoire douanier unique. À ce sujet, il se pose les problèmes des scellés électroniques. La République démocratique du Congo veut absolument les placer dans toutes les cargaisons à destination du pays via le territoire tanzanien, pendant que les Tanzaniens veulent que les placements de ces scellés électroniques relèvent de leurs compétences. Cette divergence de vue quant aux scellés électroniques doit vite être résolue pour une bonne prise en charge de marchandises par les deux administrations douanières. C'est une affaire donc à suivre. Et puis, sachez que l'entreprise KBP ne gère plus les locaux du poste frontalier de Kasumbalesa. Le gouverneur du Haut-Katanga, Pandé Kapopo, a récemment signé un arrêté nommant un comité provisoire de gestion des infrastructures douanières au poste frontalier de Kasumbalesa. Seulement voilà, la gestion des frontières relevant du gouvernement central, l'autorité provinciale n'a donc pas qualité de désigner provisoirement, soit-il, les gestionnaires des infrastructures douanières. Il va sans dire que la gestion de ces installations doit revenir donc de droit à la DGDA. Cette régie financière avait non seulement cédé ces bâtiments qui étaient détruits à cet endroit, mais aussi obtenu à travers la législation la gestion des frontières ainsi que des infrastructures qui s'y trouvent. Et à l'heure qu'il est, personne ne sait où vont les recettes qui étaient autrefois perçues par KBP pour se faire rembourser son investissement arrivé à terme. En réalité, ces recettes doivent être perçues par la DGDA et versées au Trésor public conformément à la loi. Nous y reviendrons aussi avec force et détails au cours de notre prochaine édition. Nous restons à la douane. La Direction générale de douane et Axis DGDA et l'Office congolais de contrôle OCC ont signé le mercredi 7 mars 2018 l'avenant numéro 1 au protocole d'accord de collaboration qui les lie. Cet avenant apporte beaucoup d'innovations dont l'incorporation de frais d'analyse des laboratoires OCC dans les systèmes informatiques douaniers. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion au siège de l'administration douanière ici à Kinshasa. Philo Cholet Bapeke et Fonfon Makitou Doma pour ce reportage. Par la position de leur signature sur ce document, Jean-Baptiste Nkongolo de la DGDA et Pierre-Célestin Rissassi de l'OCC renforcent ainsi les partenariats entre les deux structures de l'État congolais. Objectif de ces protocoles d'accord signés le 16 mai 2012, fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du comité de suivi paritaire DGDA-OCC. Il était donc temps de lever les options stratégiques pour la mise en œuvre effective du protocole d'accord de collaboration foi du directeur général de l'OCC. Et aujourd'hui, grâce à la persévérance de nos directions générales et de nos collaborateurs respectifs, nous allons pouvoir achever l'architecture qui rendra possible la mise en œuvre harmonieuse du protocole d'accord de collaboration
signé depuis le 16 mai 2012 par nos deux organisations. Après avoir reçu en date du 29 décembre 2012 l'instruction DGDA du 7 décembre 2017, adressée à ces différents services pour diffusion et suivi, pour gouverne et exécution, en vue de l'exécution du protocole d'accord de collaboration entre l'OCC et la DGDA à l'importation et à l'exportation de marchandises, j'ai pour ma part fait apprêter la note de service portant respectivement désignation des membres au sein du comité de suivi paritaire, ainsi que la note de service invitant mes services à tenir compte des nouvelles dispositions issues des concertations entre l'OCC et la DGDA, lesquelles sont traduites fidèlement dans son instruction submentionnée. À en croire le directeur général des douanes et accises, cet avenant numéro 1 au protocole de collaboration apporte plusieurs innovations qui augurent une nouvelle ère entre la DGDA et l'OCC. Dont la plus emblématique est l'incorporation des frais d'analyse des laboratoires OCC dans le système informatique douanier. Ce qui permet aux receveurs de douane de percevoir, conformément à l'article 316 du Code de douane, les frais OCC et la TVAI relative, en prenant soin de les verser dans le délai requis vers les comptes dédiés OCC pour les frais et vers le compte général du Trésor pour la TVAI relative. À cet effet, il doit en tenir compte une comptabilité séparée pour besoin de transparence des opérations. Les autres innovations sont les suivantes. La mise en place effective d'un comité de suivi paritaire de GDA OCC avec des attributions spécifiques, les précisions sur les conditions de perception des frais OCC, tant dans les bureaux informatisés que dans ceux non encore informatisés, la possibilité pour l'OCC de disposer d'une fenêtre pour une meilleure facturation de ces frais dans le processus de dédouanement, le reversement automatique de la TVA au compte général du Trésor. Jean-Baptiste Nkongolo a rassuré la partie OCC de l'engagement de la DGDA de veiller à la bonne exécution des engagements conventionnels pris, particulièrement de poursuivre la perception des frais OCC acquittés sur les marchandises importées et les cas échéants sur les marchandises exportées et de reverser les produits par la voie bancaire, a conclu les DGA des douanes. Les directeurs généraux adjoints de douane et accises Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi ainsi que les directeurs généraux de l'OGEFREM Passion Siaba ont lancé mardi 6 mars 2018 à la DGDA Kinshasa Aéroport la campagne de sensibilisation sur le protocole d'accord signé entre la DGDA et l'OGEFREM. Signé en 1995, les 10 protocoles d'accord viennent d'être révisés. Cette présente campagne vise à permettre aux douaniers de mieux connaître ces textes pour une meilleure mobilisation de recettes pour les comptes du Trésor public. Reportage Michel Wangi, Lokwa et Étienne Kumba. Le texte signé en 1995 n'est plus adapté aux réalités fonctionnelles de ces deux institutions. En 1995 donc, la DGDA alors OFIDA était un service autonome. Mais avec la réforme, elle s'est muée à une régie financière, tandis que l'OGEFREM, qui s'occupait seulement des fret maritimes, est devenu multimodal en intégrant aussi les transports terrestres, aériens et fluviaux. Ces changements d'émission ont entraîné également un autre mode de calcul des droits de douane et de perception des taxes de l'OGEFREM. D'où la descente ici à la DGDA Kinero du directeur général de l'OGEFREM Passia Saïba Tamboué, accompagné des DGA des douanes congolaises Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. C'est pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur le protocole d'accord révisé auprès des douaniers. Les deux responsables s'expliquent. Le plus important à retenir, c'est le renforcement de collaboration et de coopération entre la Direction générale de douane et accises et l'Office de gestion du fret multimodal. Il était important de pouvoir remettre cette question à la surface, de discuter et de trouver les voies et moyens pour avoir un texte adapté qui puisse permettre à la République démocratique du Congo non seulement de jouer son rôle de facilitation, donc pour que la République démocratique du Congo soit une destination d'affaires, mais qu'aussi la République démocratique du Congo
puisse se donner les moyens de sa politique par la collecte des recettes du Trésor et des services connexes que sont notamment la direction, l'Office de gestion du fret multimodal, la DGRAD et tous les autres services connexes. Alors, quelles sont les retombées? Le fait d'abord, c'est de dire que c'est simplement le raffermissement, sinon le renforcement des liens de coopération entre les deux institutions, de façon que l'on puisse savoir que c'est pour la République démocratique du Congo que nous travaillons ensemble. En fait, c'est peut-être cela que vous ne connaissez pas. Dans le domaine des calculs des droits de douane, il y a un élément important qui est la valeur en douane. Dans la valeur en douane est intégré le fret. Et le fret, ce sont des informations sur le transport des marchandises. Alors ces éléments-là, quand on les intègre à la valeur, on peut facilement récolter, non, pas facilement, on peut taxer correctement les droits de douane qui frappent la valeur qu'on appelle valeur CIF, c'est-à-dire cost, insurance and freight, c'est-à-dire y compris le fret. Pour la douane, c'est un élément très important d'avoir un partenaire intéressé qui nous donnera les éléments d'appréciation de la valeur en douane. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, a annoncé aussi la signature des circulaires et autres instructions qui seront envoyées dans tous les postes frontaliers. Quant à Patience Saïba, directeur général de l'OGEFREM, il a invité les douaniers à une parfaite collaboration avec les agents de l'OGEFREM pour la meilleure réussite de ces protocoles de collaboration. Régie financière toujours, autre actualité cette semaine au niveau de régie financière, c'est la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD du 7 au 10 mars 2018. Ces cadres de la DGRAD se sont retrouvés au cercle de Kinshasa pour évaluer les activités menées au cours de l'exercice budgétaire précédent et peaufiner ainsi de nouvelles stratégies dans le but de répondre positivement aux attentes du gouvernement. Thème choisi, l'atteinte des assignations contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2018, un défi à relever. Les détails dans ce reportage de Jean-Louis Miaswekama et Landrine Nyangui, Lostine. Le défi à relever pour tous les directeurs de la DGRAD en conférence de 4 jours est l'atteinte des assignations pour l'année 2018. La DGRAD, en collaboration avec les services d'assiette ici présents, est appelée à réaliser les assignations budgétaires fixées dans la loi des finances de l'exercice 2018 à francs congolais 1242,89 milliards. Quant au bilan de l'année 2017, le voici selon Magui Sambi, numéro 1 de la DGRAD. La DGRAD a réalisé 892,737 milliards de francs congolais sur les assignations de l'ordre de 957,857 milliards, soit un taux d'exécution de 93,20%. Le bilan des 2 premiers mois de l'année est très flatteur. Les recettes totales des mois de janvier et février 2018 se chiffrent à CDF 169,888 milliards. Comparé à la même période en 2017, on note un taux d'accroissement de 49%. Le total des recettes en 2017 pour janvier et février était de CDF 103,283 milliards. Ces résultats de 2017 et 2018 ont valu les félicitations et les encouragements du ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, qui a ouvert ses travaux. Tout en leur adressant mes félicitations et celles bien méritées du gouvernement, je les exhorte à maintenir le cap en 2018 et à relever ainsi les défis de l'atteinte des assignations fixées. Magui Sambi a d'entrée de jeu expliqué dans quel esprit sa régie financière devait aborder cette conférence des directeurs. Cette rencontre devra, à mon avis, être perçue par chacun d'entre nous comme un cadre de réflexion devant définir les stratégies susceptibles d'enclencher les mécanismes nécessaires à une mobilisation optimale des recettes prévues dans la loi des finances de l'exercice 2018 afin de relever les défis. À la clôture, le samedi 10 mars, il est revenu à Sadiki Mungwande de lire le rapport final ainsi que les recommandations. On note notamment la proposition d'un comité de suivi des résolutions de ses travaux. Elle a également épinglé quelques recommandations.
Les consensus dégagés autour du plan d'action stratégique de mobilisation des recettes 2018 qui sera enrichi par les services d'assiette. L'engagement à contribuer à l'accélération du processus de conception, d'examen et d'adoption des textes légaux et réglementaires qui régissent les recettes non fiscales et les souhaits de tous les participants de voir être constituée la commission mixte devant statuer sur les problèmes administratifs des agents. La DGRAD compte également sur ses partenaires, en premier la Banque africaine de développement pour le financement des projets d'appui à la mobilisation des recettes et à la modernisation des finances publiques. Et à la directrice générale de la Régie des recettes non fiscales de citer quelques réalisations à venir. La construction d'un bâtiment devant abriter la direction provinciale de la DGRAD Nord Kivu, la formation des agents et cadres de la DGRAD aux techniques et prévisions et audits des secteurs des mines, de la forêt, de l'environnement, du pétrole et des télécommunications. Pour la toute première fois, les secrétaires généraux et les responsables des services d'assiette ont été invités à la cérémonie d'ouverture et de clôture de cette conférence des directeurs de la DGRAD édition 2018. Un détail qui n'a pas échappé au vice-ministre des Finances, Jean-François Mukuna, venu clôturer ses travaux. Il vous a été exhorté à identifier les principales actions à mener en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales afin d'atteindre les destinations contenues dans la loi de finances 2018 en privilégiant le renforcement de la collaboration active et transparente avec les services d'assiette. Jean-François Mukuna est également revenu sur certaines recommandations de ces assises. L'accélération des signatures des arrêtés interministériels devant faciliter l'application des mesures relatives aux recettes non fiscales intégrées dans les différentes lois des finances. La suppression des édits provinciaux votés en violation des lois relatives aux recettes non fiscales. Accélérer la finalisation du cadre organique de la DGRAD. La clôture de cette conférence des directeurs de la DGRAD a été marquée par la signature à titre symbolique d'actes d'engagement par la directrice provinciale de la DGRAD Équateur, Alice Ndela Mouko, et par le directeur des recettes domaniales, Lelodi Ngoma, pour les directeurs centraux. Une fois de plus, chaque participant repart déterminé et engagé dans la dynamique de la réalisation de la mission de la DGRAD. Canaliser le plus de recettes possible de l'État vers le trésor public. Restons encore à la DGRAD pour justement découvrir ces communiqués. Les secrétaires généraux à l'environnement et développement durable ainsi que Madame le directeur général de la DGRAD demandent aux opérateurs économiques assujettis aux taxes d'implantation rémunératoire annuelles et des pollutions sur les installations classées de la catégorie 1A de procéder à la déclaration des éléments taxables y afférents. Au plus tard le 31 mars 2018, à la direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex-des cliniques, numéro 15, dans la commune de La Gombe, ici à Kinshasa. Il leur rappelle que le paiement des dites taxes devra se faire au plus tard le 30 juin 2018. Les défauts de leur déclaration et ou paiement aux échéances sus-mentionnées expose tout contrevenant aux amendes et pénalités conformément à la réglementation en vigueur. Les communiqués signés Magui Sambi, Kikoutoué, directeur général de la DGRAD, et Benjamin Touarambe Bamoninga, le secrétaire général de l'environnement et développement durable. Vous les savez très bien, le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. À Kinshasa, les femmes des régies financières ont participé à la 6e foire de l'entrepreneuriat féminin axée sur les thèmes « Investir dans la force productrice de la femme rurale », une priorité pour la RDC. Occasion pour ces mobilisatrices de recettes publiques d'encourager la femme rurale à plus de responsabilités d'innovation. Philo Chole Bapeke et Landrine Nyangilostine ont suivi les femmes de la DGRAD et de la DGDA.
Encourager les mérites et promouvoir les compétences de la femme dans son secteur, telle est l'essence qu'on peut donner à cette journée internationale de la femme célébrée ce jeudi 8 mars 2018. Depuis 1977, cette journée qui est célébrée chaque année dans le monde entier offre à la femme l'occasion d'évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne la protection et la promotion de ses droits. À Kinshasa, cette journée a été célébrée avec faste à l'Académie des Beaux-Arts où les femmes des régies financières ont participé à la 6e foire de l'entrepreneuriat féminin, leadership et autonomisation féminin, axée sur le thème « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC ». Les femmes de la DGRAD ont marqué leur présence à cette foire. Elles ont également félicité les organisateurs tout en précisant que l'avenir de la RDC dépend de l'implication de la femme. On sait que la femme désormais peut se prendre en charge, la femme peut se défendre elle-même et n'a plus besoin que l'homme soit toujours à ses côtés. Bien sûr, pour son équilibre, l'homme doit être là, mais elle ne peut plus dépendre totalement de l'homme. C'est une journée qui doit sensibiliser toutes les mamans et les mamans doivent se dire que désormais, nous pouvons apporter un plus dans la société. La Direction générale des impôts n'était pas en reste pour donner de la voix, dont les femmes du fisc s'engagent également à donner les meilleures d'elles-mêmes dans la mobilisation des ressources internes du pays. C'est référent au thème de la journée, Pierrette Mbombo, directrice de la brigade douanière à la DGDA, a conscientisé les femmes à plus de responsabilités et c'est là dans l'excellence et la compétence. Cette année, on a mis l'accent sur la maman paysanne, maraîchère et tout, puisque c'est cette maman-là qui nourrit la famille. Aujourd'hui, à mon avis, l'éducation devait prendre le premier plan. Parce que nous prenons la parité. Cette parité-là doit pouvoir passer par l'éducation. Si on a voulu aujourd'hui s'intéresser aux mamans maraîchères, c'est parce que ces mamans maraîchères, avec les idées reçues, les idées préconçues, à l'époque, comme dans certaines familles jusqu'à aujourd'hui, quand il n'y a pas assez de moyens, on privilégie le garçon. Comment on peut arriver à une parité alors que ces idées-là persistent encore dans certains esprits? Ces actrices pour la maximisation douanière en République démocratique du Congo encouragent les femmes à l'entrepreneuriat pour élever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Nous devons vraiment jeter un regard sur ces femmes-là qui font à ce que nous puissions vivre aisément dans nos familles. Parce que comme je l'ai dit, ventre à famille n'a point d'oreille. Eh bien, nous devons avoir un œil regardant vis-à-vis de ces femmes. Donc c'est très très important. Elles sont à considérer. Il n'y a pas de sot métier comme on l'a dit, mais on doit les aider et elles doivent être dotées de machines, pour pouvoir bien faire leur travail. Dans le temps, les personnes qui étaient très riches, ce sont des cultivateurs. Parce que à partir de leurs revenus agricoles et les revenus de l'élevage, c'est ce qui faisait la richesse dans le temps. Alors même si nous sommes des femmes intellectuelles, nous travaillons au bureau, nous avons toujours besoin de légumes, besoin des histoires qui viennent du champ pour nous donner beaucoup de force. Donc cette femme est vraiment très importante et très indispensable parce qu'elle n'a pas le droit d'être négligée non plus. Sur place, Pierrette Mbombo a effectué une visite dans les différents stands pour contempler les réalisations des femmes qui subsistent par le travail de leurs mains. Pour clôturer cette journée, les femmes douanières ont partagé un verre avant de continuer de réfléchir sur son rôle au sein de la société congolaise. La Direction générale des impôts se prépare déjà aux échéances du 30 avril 2018, comme le confirme c'est communiqué lui ici par Patience Vumulia Bokole. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû.
Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être également accompagnée du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2017 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 35% de bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2017 en ce qui concerne les entreprises relevant du régime de droit commun ou de 30% pour celles évoluant dans le secteur minier et les deux acomptes versés respectivement au mois de juillet et de novembre 2017. Les grandes et moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires en cas de perte ou d'un résultat déficitaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires au cours d'une année sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 700 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité sans se faire radier au registre du commerce et du crédit immobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises. En ce qui concerne les petites entreprises, le montant à payer est la différence entre l'impôt dû au taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice comptable 2017 pour les activités de vente ou de 2% pour les prestations des services et la compte de 60% versé au mois de janvier 2018. Dans le cas où l'entreprise exerce à la fois les deux types d'activités, les chiffres d'affaires sont cumulés et imposés au taux de l'activité principale. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit auprès de leurs services gestionnaires ou à les télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. L'attention de tous les contribuables est attirée sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Communiqué signé José Sele Yalagouli, directeur général des impôts. La décentralisation, les budgets participatifs, l'analyse budgétaire et le contrôle citoyen, voilà autant des thèmes au centre des ateliers de formation, de renforcement de capacité des délégués de 16 entités territoriales décentralisées de Kinshasa concernés par le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion de finances publiques Profit Congo. Faire un suivi efficace de la mise en œuvre du budget participatif, c'est l'un des objectifs majeurs de ces assises organisées par le Comité d'orientation de la réforme de finances publiques COREF sur financement du Profit Congo. Débutés le 28 février à Massina, ces ateliers de formation se sont clôturés le 8 2018 dans la commune de Ngiringiri. Didi Mavambu Nombo,
Fonfon Makitou Doma. Salle Esdras dans la commune de Massina, nous sommes au premier jour des ateliers de formation de renforcement des capacités des délégués des communes. Le chef de service des entités territoriales décentralisées ainsi que les différentes organisations de la société civile suivent religieusement les enseignements relatifs à la décentralisation, au budget participatif, à l'analyse budgétaire et au contrôle citoyen. Organisées par le COREF, ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui financier du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques, dit Profit Congo. L'objectif de cet atelier, comme l'indique son intitulé, est de renforcer les capacités des délégués, des membres du comité budget participatif, des entités territoriales décentralisées de 16 communes accompagnées par le COREF à travers le projet Profit Congo afin de faire un suivi efficace de la mise en œuvre du budget participatif. C'est ici l'occasion donc de remercier tous ces partenaires qui sont venus aux côtés du peuple congolais pour l'appuyer dans ses efforts de renforcement de la démocratie participative et de lutte contre la pauvreté à travers leur soutien à la mise en œuvre de l'approche budget participatif. Adopté comme mécanisme de participation citoyenne aux finances publiques locales en RDC, le budget participatif est une nouvelle approche qui suscite beaucoup d'espoir au sein des ETD. Au travers de cette formation, nous avons compris qu'il est très important, et au moment où nous sommes, que nous citoyens, nous qui vivons au niveau de la base, nous devons initier des projets, nous devons participer au budget de notre entité décentralisée qui sont les communes, pour que nous puissions cette fois-là apporter les vrais desiderata de jeunes de la population, de l'ETD en question, pour que nous puissions enfin proposer des vraies solutions. Nous ne sommes pas pessimistes, nous devons croire que ça va changer, même si ça ne change pas aujourd'hui, mais ça va changer un jour, petit à petit, ça va changer. Dans toutes les communes, c'est presque le même problème. Nous avons le problème de salubrité, nous avons des érosions, de l'éducation, tout ça. Mais nous voyons les priorités. Nous devons voir les priorités et les présenter aux autorités. Ensemble, nous allons voir comment on peut les changer. Ici, à Massina, 3 pôles composés de 4 communes chacun ont passé tour à tour 2 journées chacun pour suivre les notions sur la transparence, la participation citoyenne et les contrôles citoyens. Au cours de cette formation caractérisée par des débats, les participants révèlent des faiblesses dans la mobilisation des recettes locales, cela malgré la quarantaine d'actes générateurs dont disposent les communes. Car sans ressources nécessaires, difficile de réaliser des projets qui répondent aux besoins réels des populations. Principe de transparence oblige, les autorités communales ont maintenant l'obligation de mettre à la disposition du public la nomenclature, y compris les taux de toutes les taxes encadrées par la municipalité, mais aussi toutes les informations relatives aux recettes mobilisées et aux dépenses exécutées par l'entité dans le délai échu. Le 4e et dernier pôle, composé des communes de Kinshasa, Barumbu, Kintambo et Gombe, se retrouve dans cette salle de fête Mavouzi. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri. Le processus du budget participatif est considéré comme une lueur d'espoir pour le développement des ETD. Ce qui était important pour nous, c'est dégager le grand principe qui est dans le budget, qu'est-ce que la commune a et qu'est-ce que la population peut apporter pour payer les taxes afin de renforcer le budget de la commune de Kinshasa. Alors si ce budget a ce caractère participatif, c'est pour que nous tous, nous puissions nous mettre ensemble, travailler ensemble pour le développement, chacun à ce qui les concerne. Parce que au niveau de Kinshasa, il y a 24 communes et donc aujourd'hui, on peut conclure que toutes les 24 communes ont l'information commune
sur comment nous pouvions percevoir les taxes, payer nos taxes et qu'est-ce que les taxes vont faire. Avec ce mécanisme de contrôle, il y a ce contrôle citoyen qui est mis en place dans le budget participatif et c'est l'élément important au fait que moi j'ai vu que ça peut amener un surplus de ce qui a été avant cette stratégie de budget participatif. Au total, 800 délégués de 16 ZTD de Kinshasa ont été formés. Ils ont acquis des connaissances supplémentaires sur la décentralisation, le budget participatif, l'analyse budgétaire et les contrôles citoyens. En attendant l'organisation des prochaines élections locales et l'installation effective des bourgmestres et conseillers communaux élus, le processus du budget participatif avance sous la coordination du COREF avec l'appui du Profit Congo. L'idéal est la promotion d'une gouvernance financière saine au niveau des entités territoriales décentralisées. La République démocratique du Congo a officiellement un nouveau code minier. Cette nouvelle législation minière a été promulguée le vendredi 9 mars dernier par le chef de l'État après qu'il ait rencontré les patrons des entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange leur a signifié que l'actuel code minier s'inscrit dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Alors, quelles sont les innovations apportées par le nouveau code minier? La réponse avec Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique. La première innovation, c'est que le nouveau code réhabilite l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes et essaye de sécuriser les investissements étrangers. C'est un code écologique. En lieu et place ce qu'on appelait autrefois l'avis environnemental, maintenant on a affaire à un certificat environnemental, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des études de faisabilité, des études d'impact environnemental. Donc la législation devient un peu plus contraignante vis-à-vis des opérateurs miniers quant à ce qui concerne par exemple la sécurité physique des habitants qui habitent autour du site d'exploitation pour éviter les maladies hydriques, les maladies respiratoires, ainsi de suite. Ce code a essayé également de relever la quote-part de l'État dans des entreprises, notamment la GECAMIN va revoir ses contrats de joint venture avec les 17 sociétés qui ont signé les contrats de joint venture avec la GECAMIN. Les quotas vont aller au-delà de 10%, mais il y aura aussi le partage des productions et en cas de super profit, en tout cas le partage sera win-win, donc 50-50. Alors il y a également, en ce qui concerne l'économie, le fait que l'article 269 a été vraiment renforcé. Au lieu que les miniers puissent rapatrier 40%, maintenant ils ont l'obligation de rapatrier 60%. Pour renforcer l'offre en devises et pour un temps limité, c'est-à-dire le temps que durera l'amortissement de l'investissement. Et juste après cet amortissement, en tout cas, c'est l'ensemble du montant découlant des ventes des matières premières à l'étranger, c'est-à-dire ils doivent rapatrier le 100%, quitte à voir avec la Banque centrale comment ils peuvent récupérer l'argent en respectant bien sûr la législation congolaise. Il faut également dire que ce nouveau code consacre l'exclusivité de la sous-traitance qui est accordée maintenant aux Congolais, c'est-à-dire aux PME congolaises. Donc auparavant, on voyait les petites et moyennes entreprises venant de Chine, du Liban, des États-Unis, de l'Europe. Plus question, toutes les activités des sous-traitances seront assumées par les PME congolaises. Mais également, dans chaque entreprise, il faudra qu'il y ait la participation comme actionnaire des personnes physiques des nationalités congolaises. Pas comme on le faisait des droits congolais, même un Libanais, même un Américain qui a vécu longtemps ici pouvait dire que je suis une entreprise de droits congolais. Non, Congolais d'origine. Et vous savez, notre nationalité, elle est une et exclusive. Donc, vous avez là toute une gamme de... Mais en ce qui concerne également les élections, cette code va devoir nous apporter beaucoup d'argent, parce que les gens ne le savent peut-être pas. L'ancien code nous procurait quelque chose comme
800 millions de dollars l'an. Le nouveau va nous procurer donc quelque chose comme 2 milliards de dollars. Et on peut même aller plus. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'embellie sur le marché international. La tonne de cobalt est à 84. C'était d'ailleurs à 85. Et selon les experts, la tonne métrique du cobalt peut même atteindre 100 000 dollars. D'ici la fin de l'année, et voilà pourquoi les gouvernements tenaient à ce que ces codes soient promulgués pour que le peuple congolais bénéficie de l'embellie. Alors, comme le gouvernement doit disponibiliser 400 millions pour permettre à la CENI d'organiser les élections, et que dans les plans de décaissement, il était prévu que le gouvernement débourse entre 30 et 40 millions, avec les nouveaux codes miniers, étant entendu que ça entre en vigueur à la date de sa signature, eh bien, nous osons croire que le gouvernement pourra accroître les recettes intérieures et mettre à la disposition de la CENI non pas 40 millions, mais plus ou moins 50, voire même 60 millions. Ce qui fait que le budget des élections sera bouclé avant la fin de l'année et nous pouvons être sûrs que nous pouvons nous-mêmes supporter la facture des élections, et même si les partenaires au développement, qui parfois promettent sans réaliser, ne mettaient pas la main à la poche. Nous allons en page internationale, comme vous allez le constater. Donald Trump, le président américain, a signé le jeudi 8 mars dernier le décret imposant les taxes à l'importation de l'acier et de l'aluminium. Selon des médias internationaux, les taxes s'élèveront à 25% pour les importations d'acier et 10% pour celles d'aluminium. Dans 15 jours exactement, la décision entre en vigueur, affirment ces sources. Le Canada, le Mexique et l'Australie sont exemptés de la taxe. Raison avancée par l'administration Trump, les Mexique et le Canada sont des partenaires des États-Unis dans l'ALENA, traité de libre-échange en cours de renégociation. Les patrons républicains de la Chambre de représentants, Paul Ryan, a exprimé son désaccord, craignant les conséquences inattendues. Cette annonce a aussi provoqué une vive réaction de l'Union européenne. La commissaire au commerce extérieur, Cecilia Malmström, a détaillé une liste de produits américains qui pourraient être taxés. Sur cette liste, le beurre de cacahuète et les bourbons pour compenser en valeur les dommages causés à l'industrie européenne. Face aux États-Unis, 11 pays d'Asie-Pacifique, près de 500 millions de consommateurs ont signé un accord de libre-échange transpacifique le jeudi 8 mars 2018 à Santiago, en Chili. Objectif visé, lever les barrières douanières non tarifaires et mettre en place de normes communes. Quelles sont les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 9 mars 2018? Élément de réponse avec Philochole Bapeke. Au marché de la Liberté, le prix d'un carton de poulet poids 12 a connu une hausse, passant de 64 500 francs congolais à 66 000 francs congolais. Le constat est quasiment le même au marché central où le même carton de poulet est passé de 67 300 francs congolais à 68 000 francs congolais. De 64 500 francs congolais à 65 000 francs congolais au marché Zigida et un peu moins au marché Gambela où les cartons se négocient à 64 000 francs congolais. Pour la viande, le prix d'un carton TS 10 kg est resté inchangé à 90 000 francs congolais au marché de la Liberté, 91 000 francs congolais au marché central. Il se vend à 89 000 francs congolais au marché Zigida. Enfin, au marché Gambela, il se négocie à 90 500 francs congolais. Du côté riz, le prix du sac de 25 kg a connu une hausse. Il est passé de 31 800 francs congolais à 32 700 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. 31 660 francs congolais au marché central, 33 000 francs congolais au marché Zigida, 32 000 francs congolais au marché Gambela. Concernant l'huile végétale, un bidon de 10 litres est resté stable à 27 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté.
il se vend à 27 400 francs congolais au marché central, 28 000 francs congolais au marché Zigida et 27 600 francs congolais au marché Gambela. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le sucre dont le sac de 50 kg revient actuellement à 69 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, ce même sac a baissé de 71 000 francs congolais à 70 500 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 68 750 francs congolais pendant que le sachet de 5 kg se vend à 7 000 francs congolais. Et au marché Gambela, il se vend à 71 500 francs congolais. Taux d'échange à présent, la santé du franc congolais. Les taux officiels de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 9 mars 2018 un dollar américain à 1615,60 francs congolais, un euro à 2005,98 francs congolais et un franc CFA à 3,058 francs congolais. Au samedi 10 mars 2018, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1628 francs congolais, le dollar américain, dans la plupart des communes de la capitale, et à 1635 francs congolais, le dollar, au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le roi dollar s'est négocié à 1620 francs congolais. Même chose à Matadi, dans le Congo central, où les billets verts s'est changé à 1620 francs également. À Kisangani, dans la province de la Chopo, un dollar américain a valu 1630 francs congolais et 1632 francs congolais pour un dollar américain. À Kananga, dans la province du Kasaï central, 1638 francs congolais. À Kindu, nous sommes là dans la province du Maniema. Mais le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Goma. Nous sommes là dans le nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu, où le billet vert s'est négocié à 1640 francs congolais. Mesdames et messieurs, vous connaissez à présent la santé financière du franc congolais à travers le pays. C'est donc par là que nous allons mettre un terme à cette édition de fiscalité et développement en ce mois de mars, mois dédié à la femme. À vous toutes qui êtes à Kinshasa, dans les différentes provinces de la RDC, pourquoi pas ailleurs, bonne fête et excellente suite de programmes sur cette chaîne. Au revoir.